Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jérémy, qui est président de l'association Bitcoin. Jérémy, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, comment te portes-tu? Mais ma foi, très bien, toi aussi? Moi aussi, ça fait déjà un bon moment qu'on a dit qu'on allait tourner cette vidéo pour pouvoir partager un petit peu les différentes étapes de la création d'une association. Donc, très content de t'avoir aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par te présenter, présenter aussi ton parcours dans l'associatif, mais également finalement la création de l'association Bitcoin. Ça fait beaucoup de choses. Et on va commencer par le début. Donc, qui suis-je? Alors, moi, je suis un passionné d'informatique. Je suis un geek pur et dur. J'ai commencé mon parcours par des études d'informatique. J'ai ensuite fait un Erasmus en Angleterre pendant un an. Et suite à des rencontres, ça m'a amené à Lille, et aussi parce que l'université était assez renommée sur le master informatique. Donc, je suis venu ici. Et c'est à peu près d'ailleurs dans ces périodes, donc là on parle de 2010-2011, où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qui se passait autour, et autour de moi, et notamment au monde associatif, puisque quand je suis revenu d'Erasmus, j'avais cette envie de vouloir prolonger cette expérience internationale. Et c'est là où j'ai rencontré une asso qui s'appelle toujours ESN, donc pour Erasmus Student Network. En gros, c'est une association qui va d'une part promouvoir la mobilité internationale auprès des Français pour les faire partir à l'étranger, et à l'inverse, pouvoir accueillir les étudiants internationaux dans différentes villes, donc en l'occurrence à Lille, pour leur faire des événements, organiser des voyages culturels, etc. Donc beaucoup de choses. Et cette association a une particularité, c'est que c'est une association européenne. Donc en fait, il y a différents niveaux. Il y a les niveaux locaux, donc c'est les villes, où on peut avoir une asso par université. Donc à Lille, on en avait qu'une, mais il y a des villes où on en avait plusieurs. Et après, il y a le niveau national, donc ESN France, et après le niveau international, ESN international. Ok. Et la petite particularité ici, c'est qu'en fait, au début, j'étais clairement le membre actif lambda qui venait aux soirées, qui venait rigoler avec les étudiants internationaux, etc. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé vraiment à la partie associative pure. Et c'est là où, en fait, j'ai appris énormément, que ça soit sur la partie, sur soi déjà, sur toute la partie qu'on dit après des soft skills un petit peu, ou apprendre à organiser des choses, apprendre à bien communiquer, etc., etc. Donc, je fais beaucoup de choses. J'ai commencé en étant vice-secrétaire. Ensuite, j'ai été président pendant un semestre. Après, j'ai fait service civique. Après, j'ai fait responsable de pôle. Après, j'ai fait membre d'honneur. Donc, j'ai fait beaucoup de choses sur, je crois, 5 ou 6 ans. Et, euh, et Ah, voilà. tu as Donc, un background dans l'associatif ouais, qui est, on va dire, très développé. c'est ça. Donc, ce qui m'a amené, du coup, à bien connaître le local, mais aussi le niveau national. Comment ça se passe, la communication avec les autres associations, et notamment l'échange des informations, et surtout des organisations, pour pouvoir, ce qui fait bien ailleurs, le refaire chez nous, etc., etc. D'accord, ok. Et d'un point de vue peut-être un petit peu plus personnel sur on va dire tes connaissances de Bitcoin et sur le développement de l'association Bitcoin Hill, qu'en est-il? À quel moment ça arrivait? Alors en fait, de mon côté, donc, par ce passé associatif, j'ai toujours adoré le fait d'être avec une communauté et de pouvoir avancer avec. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier de se dire, quand on est dans son coin un peu autodidacte, ce que j'ai fait du coup pour la partie crypto Bitcoin. Moi, j'ai commencé un peu par la crypto et beaucoup après par Bitcoin, où tu rentres dedans, tu t'intéresses. Donc moi, je suis développeur, donc je me suis intéressé notamment aux smart contracts. Et quand j'ai vu comment ça fonctionnait, etc., ça m'a intéressé, mais j'étais pas forcément convaincu. Parce que l'application qu'il y avait derrière, notamment au niveau des entreprises, je trouvais pas ce qui faisait écho en moi. Et c'est là qu'après, je me suis beaucoup plus intéressé à Bitcoin, et je me suis dit, ce serait cool d'avoir des gens avec qui échanger. Sauf qu'à Lille, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, il y avait plus grand-chose, parce qu'il y avait eu des meet-up qui étaient plutôt techniques, qui étaient organisés notamment par Ali Takalbataï, Ça a quand il était commencé à dès Lille. 2014. Quand il était à Lille avec d'autres personnes, où il a fait un compte sur meetup.com, et il a fait un groupe qui aujourd'hui a plus de 500 personnes, je crois, mais qui a été mort pendant quelques années, que nous avons récupéré par la suite. Donc moi, l'idée, c'était de réussir à trouver des gens à Lille pour pouvoir faire ça. Donc au début, j'ai organisé des meet-ups de mon côté, où j'ai créé mon compte, où j'étais seul avec des copains en fait. Mais au fur et à mesure, on commençait à rencontrer un peu d'autres personnes, et c'est de là qu'a commencé à émerger l'idée de créer l'association. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est, une association forte de une bonne vingtaine de membres, et on continue. C'est ça, c'est beau. Écoute, je te propose d'enchaîner directement sur l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, qui est tout simplement d'expliquer
Pourquoi est-ce que c'est pertinent de mettre en place une association ou pas? Quelles sont les différentes étapes et les points sur lesquels il faut faire attention? Pour commencer, première question, pourquoi créer une association? Alors, créer une En tant que association, une communauté ou que structure Meetup associative. Bitcoin, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une excellente question et je me la suis posée au début. En fait, le constat de base, quand je suis arrivé dans l'idée de vouloir créer cette communauté, c'était de se dire qu'il fallait quelque chose qui perdure. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Quand je me suis intéressé, en tout cas, il n'y avait plus rien sur l'île. Et c'est dommage. C'est dommage parce que il y a toujours des gens à droite, à gauche qui s'ils ont une structure qui continue à perdurer à travers les années, ils viendront. Ils auront un endroit vers qui où aller et des personnes vers qui se tourner. Et ça, c'est absolument ça que je voulais créer. Et ça, c'est quasiment impossible de le faire sans une structure, notamment associative, pour pouvoir faire quelque chose de solide et qui va perdurer avec le temps. Si on fait ça sur un groupe de potes où il y a un moment, il y en a un qui déménage, etc., qui va reprendre son rôle derrière? Comment on va faire pour se dire que faire monter les autres en compétence sur la partie associative pure et aussi se dire bah, c'est plus décentralisé en fait. Ça va pas, tout va pas reposer sur une personne, le fondateur, qui dès qu'il part, tout le truc casse. Alors qu'une asso, bah, notamment c'est un peu ce qui va se passer là avec mon absence sur les prochains mois. Bah vous êtes formés, vous savez tout à fait comment ça marche, comment l'associatif fonctionne, et puis bah l'asso va continuer, les meet-ups vont continuer de plus belle et voilà. Donc il n'y a pas de centralisation de pouvoir sur une personne. C'est ça, donc une forme de transparence, de décentralisation, et puis le fait forcément de venir à échanger, à développer, à créer avec d'autres personnes, que ce soit des personnes qui viennent pour les premières fois lors des meet-ups, ou des bitcoiners maximalistes qui sont présents comme Ouais. toi et comme d'autres depuis déjà des années. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te semblent aussi importants sur en fait là où les raisons qu'un groupe de personnes pourrait avoir à créer une association? Je pense notamment à peut-être avoir un compte bancaire ou des choses de ce type. Ça peut, ouais, tout à fait. Il y a, en fait, les associations 1901 aujourd'hui bénéficient un petit peu d'un aura. C'est quoi une association 1901? Une association 1901, c'est une association à but non lucratif. Donc déjà, quand on se définit comme tel et qu'on se présente comme tel au niveau des institutions ou je sais pas, bah, par exemple, nous on bénéficie de la maison des associations de Lille, qui nous permettent notamment d'avoir accès à des locaux pour pouvoir faire nos réunions ou pour pouvoir faire nos AG également. On a accès à un amphithéâtre, donc avec vidéoprojecteur et tout le matériel. Donc juste en étant une association 1901, on peut accéder à ces services-là. Donc le fait de se structurer en asso, ça débloque pas mal de choses qui permettent de faciliter en fait bah, toute l'organisation qui en découle. C'est ça. Par exemple, dans la mise en place de projets, on pense au Bionly, au BEF ou à des projets qu'on aura l'occasion de mettre en place ici à Lille par la suite. Le fait d'avoir un compte bancaire nous permet ensuite de développer des projets, non pas dans l'objectif de constituer une trésorerie à proprement parler ou de faire du bénéfice, mais juste de mettre en place des projets associatifs ou communautaires. Et après, des fois, ça peut dégager un reste de trésorerie qui permet de continuer dans l'éducation, dans la mise en place d'autres projets. Tout à fait. Et c'est vraiment cette aura en fait en étant association 1901 où quand on se présente, les personnes en face vont pas se dire ouais c'est un groupe de personnes, ils sont pas structurés, ça m'intéresse pas de leur parler. Non, on est une asso, donc là il y a déjà une connotation où on est légitime. On veut faire voilà, on est légitime, on veut faire nous de l'éducation en l'occurrence, et c'est des volontaires qu'on a en face de nous, donc on a tout ça en fait. Donc c'est pour moi un vrai aspect positif. Ouais, on peut être écouté, c'est ce que tu disais effectivement. Ok. Et puis, je pense un des points aussi peut-être qu'on peut avoir en tête, c'est que quand on est une association, on peut récolter des adhésions, non? Ouais, c'est ça. En fait, quand on crée l'association, on doit définir un montant sur l'adhésion. Donc c'est un montant arbitraire qui peut être amené à changer après, hein, d'ailleurs. Nous, on l'avait fixé à 25 € en se consultant en amont, mais ça peut même être 0 €. C'est vraiment à définir. Et ce montant, du coup, permet généralement de faire vivre les projets de l'association, qui sont des montants généralement annuels, renouvelables, et qui peuvent aussi être des dons. Enfin, tout ça, c'est en fait sur la création de l'asso. On définit tout ça sur le formulaire qu'on remplit. Ok, ça marche. Alors là, on en parlera aussi peut-être un petit peu plus tard pour les donations, mais les donations qui peuvent être en euros ou en bitcoin, de même pour les adhésions. Ok, bah écoute, c'est très intéressant. Deuxième point, à partir de quel moment une communauté ou un meetup bitcoin pourrait dire ah bah tiens, vas-y, c'est le moment, on crée une association? Je pense que c'est à peu près, enfin nous en tout cas, si je prends notre cas, la question s'était posée à partir du moment où on était 2-3 motivés. Quand on est tout seul, c'est pas possible. On peut pas créer une association seul. Il faut absolument qu'on soit à minima 2 pour pouvoir faire le bureau de base en fait.
Et nous, quand on a commencé à être 2-3 motivés, où on a fait un meet-up, 2 meet-up, 3 meet-up, on se disait ah bah en fait ça y est, il y a déjà des récurrents, il y a déjà des gens qui sont intéressés pour s'investir. Bah on se dit ok let's go. C'était vraiment nous à ce moment-là qu'on a franchi le pas, on a fait toutes les déclarations et on s'est structuré. Mais c'est vraiment ça. En fait, l'association c'est extrêmement bien, mais il y a aussi des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que il y a du bénévolat et dans le bénévolat, il y a des gens et c'est tout à fait compréhensible qui peuvent s'investir très fortement à un instant T et le lendemain on n'en entend plus parler. Donc ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr que les gens avec qui, au moins, on fait la fondation de l'association, sont des gens fiables, avec qui on va pouvoir travailler à minima sur un semestre, voire un an, voire plus, pour pouvoir compter sur eux, pour les réunions, enfin pour faire vivre l'asso. C'est ça. Quitte à ce qu'à un moment ou un autre, le bureau, comme on en parlera un petit peu après, viendra à changer, des nouvelles personnes se grefferont, etc., etc. Ok. Donc, dès qu'on a un petit groupe de personnes intéressées, on va dire 2-3 personnes, ensuite on peut déjà créer une association, commencer à faire les démarches, etc. 2-3 personnes minimum. Après, ça peut être 10, hein, directement. S'il y a 10 personnes motivées, on peut mettre directement les 10 dans le bureau si on veut. On peut faire un CA, on peut ne pas faire de CA. C'est large, en fait. On peut vraiment choisir un modèle qui convient un petit peu à tout le monde, en fonction des prises de responsabilité, etc. Mais l'associatif est très malléable. On peut vraiment faire ce qui nous convient. Ok, mais écoute, je te propose d'enchaîner concrètement sur la création d'une association, qui est un point qui va peut-être être un petit peu long parce qu'il y a différentes étapes. Dans la description de la vidéo, on mettra d'une part un lien vers, entre guillemets, le script de cette vidéo, où en fait on aura toutes les étapes dont on est en train de parler qui sont présentes directement à l'écrit, mais également le lien vers les CERFA, les formulaires qu'il faut remplir, histoire que tout soit déjà prêt et que une association pour des communautés ou des meet-up Bitcoin en France puisse être assez rapidement mise en place et qu'on n'ait pas toute cette partie-là de recherche à réaliser. Donc concrètement, quelles sont les étapes à proprement parler dans la création d'une association, que ce soit, on va dire, le tout début, avec la mise en place des idées, du bureau, quels sont les différents rôles qu'on peut avoir dans le bureau et dans le conseil d'administration, donc le CA, et ensuite, quels sont les documents qu'il va potentiellement falloir remplir ou envoyer. Ok, donc on part du postulat que c'est déjà une équipe qui est motivée, où il y a plusieurs personnes qui sont... C'est ça, disons 3 personnes qui sont très intéressées, qui sont tout le temps ensemble et qui veulent construire, monter des projets, et d'autres qui sont là parce qu'elles trouvent ça chouette. Ok, donc déjà, si vous avez ça, c'est déjà beaucoup, donc ça c'est top, bravo à vous. Pour la suite, si vous souhaitez vous structurer en association, c'est très simple. C'est très simple, par contre, il y a des petites étapes administratives à respecter. Donc déjà, dans un premier temps, je vous encourage fortement, si vous êtes dans une grande ville notamment, il y a des structures qui permettent d'accompagner la création d'associations. Donc comme je le citais tout à l'heure, nous à Lille, c'est la maison des associations. Je sais qu'il y en a un petit peu partout en France, donc ne pas hésiter à se tourner vers eux. Donc c'est complètement gratuit, il suffit de prendre rendez-vous et en fait vous allez avoir un responsable qui va vous accompagner sur la création de l'asso, qui va vous donner les documents à remplir notamment. Donc dans ces documents, comme on le citait tout à l'heure, il va y avoir le montant de l'adhésion à régler, il va y avoir le bureau. Donc un bureau, c'est quoi? Voilà, on va parler de ça hein, parce que on va y venir. Donc en fait, dans une association, on peut décider ou non d'avoir un conseil d'administration. Un conseil d'administration, dans le conseil d'administration, il y a un bureau. Donc en fait, on peut avoir par exemple, comme on le citait tout à l'heure, si on est 10 motivés, on peut avoir 10 personnes dans le conseil d'administration. Et dans ces 10 personnes, il vont y en avoir qui vont avoir des rôles spécifiques, des rôles exécutifs. Donc là, on va parler de bureau. Dans ce bureau, on peut avoir vraiment tout et n'importe quoi en poste. On a les postes qui sont très récurrents, donc on a le président, le trésorier et le secrétaire. Ça, généralement, c'est un petit peu les trois postes de base, on va dire. Et après, de là, va se greffer des nouveaux postes qui peuvent clairement se faire en fonction de la motivation et de l'envie des personnes. En l'occurrence, sur vice-secrétaire, t'en parlais tout à l'heure, on peut avoir vice-président, on peut avoir vice-trésorier, on peut avoir responsable de communication, on peut créer des pôles et avoir un responsable par pôle, il y a plein de possibilités. Tout à fait. En fonction de ce qu'on fait, on peut vraiment avoir tout et n'importe quoi. Si je nous cite en exemple, on avait au tout début donc président, vice-président, trésorier et secrétaire. Pour l'instant, les postes, c'est à peu près les mêmes. On a rajouté à ça un webmaster. On a en off des responsables partenariat ou responsables orange peeling.
On peut vraiment créer le nom des postes qu'on veut avec les missions qu'on veut. Donc c'est assez intéressant. Et les postes que tu décris là sont des postes qui font partie du grand conseil d'administration ou Oui, des personnes du bureau? ouais, non, c'est le conseil d'administration et dans le bureau. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est quand on est conseil d'administration, en fait, on est là pour donner un petit peu son avis sur les grandes décisions de l'asso. Donc généralement, ça peut être des questions budgétaires. On a un budget, on sait pas trop quoi en faire. Ok, dans quoi on l'investit? Plus sur l'éducation, plus sur l'achat de matériel, plus sur l'achat de goodies, je sais pas, un petit peu ce genre de choses. Mais quand on est dans l'exécutif, là, on va vraiment avoir les réunions de l'association une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir où vous allez directement parler des sujets de l'association. Et vu que vous êtes dans l'exécutif, vous êtes directement au plus proche. Donc les membres du CA, en fait, ils sont pas forcément au courant de tout, ils sont au courant des grosses décisions. Donc c'est ça la différence un petit peu entre les deux. Les personnes du bureau, pour synthétiser, sont les personnes qui sont au courant de tout, qui sont souvent en réunion et qui décident. Mais Ouais. ensuite, cette décision, parfois, dans des situations précises dont on parlera peut-être tout à l'heure, sont des décisions qui se réalisent avec en plus les membres du conseil Ouais, parce d'administration. qu'il faut qu'ils rendent compte, en fait, au conseil d'administration, Ok. dans un certain sens. Donc déjà très intéressant, tu viens de définir ce que c'est qu'un bureau, ce que c'est que les membres du CA. Est-ce que tu pourrais peut-être repartir sur les statuts lors de la création d'une Ouais. association? Peut-être son nom, la problématique qu'on peut potentiellement avoir lorsqu'on crée une association dont l'un des mots est Bitcoin, quel document on doit remplir, et puis ensuite, est-ce qu'il y a une réunion à faire pour Ouais, officialiser tout à ça? fait. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on avait le rendez-vous à la maison des associations qui nous donne des documents à remplir. Donc, dans ces documents-là, en plus de ceux qu'on a déjà cités, il y a effectivement les statuts. Donc, les statuts, qu'est-ce que c'est dans une asso? C'est comme des statuts d'entreprise, c'est vraiment la ligne directrice de l'association où on a différents articles avec différentes choses, notamment la définition de qu'est-ce que c'est un conseil d'administration, qu'est-ce que c'est un bureau, de quoi est-il composé. Quel Donc c'est là où vous objectif? allez vraiment citer, oui, Quel quel objectif pour objectif, l'association, hein? quel objectif à l'association, le montant de l'adhésion, etc. Donc c'est vraiment marqué noir sur blanc dedans. Et, euh, et ces statuts-là, vous allez devoir les donner ensuite à la préfecture pour acter en fait la création de votre association. Mais pas que. Il y a besoin aussi de faire une assemblée générale constitutive. Donc c'est là où vous allez définir les membres du bureau, les membres du CA, adopter les statuts, donc présenter les statuts à tous les membres, que tous ces membres-là valident, faire un procès verbal, du coup pour dire que voilà, on a bien fait l'assemblée générale tel jour, telle heure, à tel endroit, il y avait tel président, tel secrétaire, etc. Dans cette assemblée générale, justement, avant que tu puisses continuer, Mhm. combien faut-il de personnes au minimum dans le bureau, donc entre guillemets les membres fondateurs, pour que l'association puisse être officiellement créée? C'est 2, 3? Pour moi c'est deux. Ouais. Ok, On pourra vérifier, mais je crois que c'est deux. Il y a juste besoin d'un président et d'un... Même pas sûr d'avoir un besoin d'un trésorier, je crois que c'est président et un autre rôle. d'accord. Président parce qu'il faut que quelqu'un représente l'association et que si jamais il y a des problèmes, savoir vers qui se tourner. Donc pour finir sur cette assemblée générale, une fois qu'on a tous les documents, après on envoie tout ça à la préfecture pour acter et après on a son statut qui est délivré. Ça peut paraître un petit peu administratif, mais on a quand même besoin de respecter certaines normes pour notamment les statuts, le procès verbal, etc. Tout ça, il y a énormément d'exemples sur Internet. Nous, les statuts de l'association, on a pris des statuts, un template de statuts, on a édité pour pouvoir que ça colle en fait à ce qu'on voulait faire, donc sur la partie éducation, Bitcoin, etc. Aucun problème sur la partie Bitcoin, ne serait-ce que les 3 quarts du temps, par la maison des associations, on se fait appeler Bitcoin, Lille, mais bon, voilà, ça c'est normal. Mais non, aucun problème. Même sur la partie création, pour la banque, on n'a pas eu de problème. Ça, on va en parler juste après, Ok. mais en tout cas, ce que tu définis, c'est que il y a un travail en amont avant cette fameuse réunion qui Un minimum, s'appelle ouais. l'Assemblée générale constitutive, Mhm. un travail de réflexion sur ce qu'on veut faire, Mhm. pourquoi on crée l'asso,
quels sont les statuts qu'on décide de mettre en place. Ce qui est positif, c'est que différentes associations en France, comme l'association Bitcoin que tu représentes en tant que président, mais aussi l'association Alpine Chain du côté de Annecy, ou d'autres vont partager leurs statuts en open source. Ouais. Donc il suffira, si vous voulez monter une association, d'aller piocher dans ces statuts, de les modifier en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre ville ou pour votre communauté. Donc c'est très intéressant, ok. Dans les statuts, on peut aussi parler de l'objet social ou même de l'endroit où se situe l'association. Ça, je pense que c'est un point qui est quand même important à souligner. Ouais. Il faut forcément donner l'adresse personnelle du président? Non, pas forcément. Pour l'association, il faut une adresse. Il faut un endroit vers lequel on envoie les documents. Nous, on a la chance d'avoir la maison des associations qui ont des boîtes aux lettres sur lesquelles on peut donner leur adresse pour l'association. Donc ils ont une boîte aux lettres commune en fait avec plein d'assos dedans où ils mettent les courriers. Quand ils ont du courrier, ils nous envoient un mail et nous on va le récupérer. Donc ça c'est chouette. Après on peut aussi mettre son domicile. Ça c'est pas forcément tip top pour la privacy. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres solutions que celles que j'ai citées. Moi, je me suis arrêté à la MDA parce que ça nous convenait bien. Mais il doit y avoir des solutions pour les assos pour pouvoir trouver des boîtes aux lettres dans lesquelles mettre son adresse pour récupérer les documents. Ok, bon, alors c'est intéressant. Et petite question, quand on a cette assemblée générale qui se réalise, on a les différents membres du bureau ou du CA qui sont présents. Est-ce qu'il y a un document à signer? Est-ce qu'il faut donner, je sais pas, son prénom, son nom, son adresse? Ouais. C'est quoi un petit peu d'un point de vue docs? Ça, c'est une question que j'aime bien parce qu'il y a notamment, je crois que c'était l'asso du Cercle du Coin, qui sont posés la question de se dire, ok, moi j'aimerais bien être membre du CA, mais j'ai pas envie de donner mon nom. Comment ça se passe? Je me suis renseigné parce que je voulais faire la même chose à Lille, parce qu'il y a des gens qui voulaient rester anonymes, mais aussi s'impliquer dans l'association. Donc malheureusement, on peut pas. C'est pour une raison totalement stupide, mais on peut pas. On peut pas parce que il faut qu'on donne le prénom et le nom avec les informations de la personne qui du coup fera partie du CA. Sauf que sur le formulaire de la préfecture, c'est une case obligatoire. Donc on peut pas mettre genre un pseudo, il faut que ce soit quelque chose, sinon ça sera refusé. Je pense que peut-être ça sera amené à évoluer. S'il y a vraiment de la demande, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, non, on peut pas mettre John Doe, c'est pas possible. Donc les membres du bureau comme les membres du CA, s'ils souhaitent faire partie du bureau comme du CA, doivent donner leur nom ou leur prénom. Effectivement, le président doit donner sa pièce d'identité, ses informations personnelles. Et les autres rôles, notamment les membres du conseil d'administration, on doit donner des informations, mais c'est pas des informations, c'est pas les pièces d'identité. Mais par contre, il y a une responsabilité légale envers le président que ces informations soient correctes, parce que s'il y a un problème induit par, je sais pas, un conseiller d'administration qui part avec la caisse, par exemple, c'est le président qui va prendre si c'est pas ces bonnes informations à lui. Donc c'est aussi au président de veiller à ce que ces informations soient correctes. Ouais, donc l'idée c'est que les personnes du bureau doivent donner leur nom, leur prénom et leur adresse, et que les personnes du CA doivent donner uniquement leur nom et prénom. Il peut y avoir potentiellement des personnes qui décident de prendre quelques, on va dire, raccourcis, mais si un jour il y a un souci, c'est le président qui, entre guillemets, fait autorité dans l'association et donc qui prend d'un point de vue légal. Okay. C'est ça. Ok. Alors, tu viens de dire que voilà, les statuts viennent d'être rédigés. On les dépose, on les envoie directement à la préfecture. La préfecture va vérifier ces statuts. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, et c'est possible qu'il y ait un premier, un deuxième, voire même un troisième refus, et ben dans ce cas-là, il faut faire des modifications. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec eux. Concrètement, c'est quoi le formulaire qu'il faut remplir? C'est juste un formulaire classique qu'on retrouve sur Internet ou il y a des informations particulières? Non, en fait, c'est un formulaire directement en ligne. Quand on se connecte dessus et qu'on crée l'association en tant que telle. Et c'est des informations qu'on a déjà, vu qu'on a déjà fait l'Assemblée Générale Constituante, etc. C'est juste un formulaire à remplir et après, comme tu le disais, eux, ils vont récupérer tous les documents. Donc, on a scanné au préalable qu'on leur a envoyé. Et s'ils ont des modifications à apporter ou des choses qui sont pas exactes, on va être notifié. Donc, il peut y avoir plusieurs allers-retours sur la création d'une association. Ça reste la préfecture, donc ça reste quand même une administration pointilleuse. Donc, je pense pas que ça soit le cas pour la création d'une asso, mais ça peut être une bêtise telle que la date qui est pas au bon format, donc il va falloir le reprendre, éditer le document, le renvoyer, etc. Je sais que nous on avait eu sur la création des petits allers-retours.
Je sais plus sur quoi ça portait exactement, mais c'était des bêtises. À chaque fois, c'était vraiment des petits trucs qui manquaient, ou parce qu'il manquait une description à mettre dans le procès-verbal, etc. Donc ça reste vraiment des petites choses, mais En rien de tout cas, méchant. c'était pas dû au fait que nous sommes une Non, association Bitcoin, que dans non, le non, titre de l'association, il y ait le mot Bitcoin non, ou absolument autre. pas. Non, non, j'ai déjà vu ça bien avant avec d'autres assos et c'était pour des bêtises. Ok, donc on a les statuts signés, ok. Mhm. On a un procès-verbal qui correspond ni plus ni Procès-verbal de moins l'AGE. qu'à un document qu'on a imprimé et qu'on a fait signer par les personnes, ou en tout cas timestampé par les personnes qui étaient présentes. Mhm. On a également une liste des personnes du bureau dont on parlait tout à l'heure, avec plus ou moins leurs coordonnées en fonction s'ils font partie du bureau, voire même du Mhm. CA. Et ensuite, le lieu de déclaration, donc tu le disais, la maison des associations, si on a la possibilité comme lieu de résidence, entre guillemets, de l'asso, Ouais. soit sinon une adresse personnelle qui peut être celle du président ou de quelqu'un d'autre, ok. On peut avoir plusieurs refus et concrètement, une fois qu'on a validation, on va dire, de la préfecture pour l'association, on a une publication qui se fait dans le journal officiel des associations et Ouais. autres. Et ensuite, voilà, l'association d'un point de vue légal est créée. Quelle est l'étape d'après? De se faire plaisir. Non, dans le sens où à partir du moment où on a cette structure qui est officielle, bah, en soi on peut commencer à vraiment faire vivre l'association en fait. C'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à faire les premiers règlements pour les adhésions. Et donc, du coup, forcément, il faut un compte bancaire. Donc, on peut commencer à Voilà, créer un compte création bancaire. d'un compte bancaire. On va aussi avoir besoin notamment, donc ça c'est notre cas nous d'une assurance pour le prêt de salle. Hmm. Alors, Ça juste c'est important aussi. compte bancaire, l'association Bitcoin, elle a eu des difficultés à créer un compte bancaire ou pas? Oui, malheureusement, dans notre cas, on a dû voir plusieurs acteurs avant de se tourner vers celui qu'on a actuellement pour créer le compte bancaire. Et ça, contrairement du coup à la préfecture où il n'y avait aucun problème avec le mot Bitcoin, nous c'était clairement dû au mot Bitcoin qui n'allait pas. On a quand même réussi à trouver des solutions. Hmm. Donc, Ouais, on passe par SumUp, mais on a quand ouais, même une association française qui voulait créer un compte SumUp, ouais. dont le titre dont le titre de l'association comprenait le mot Bitcoin, et SumUp a invoqué leur possibilité de ne pas accepter l'ouverture du compte et donc de le clôturer directement. Donc effectivement, ça peut être une difficulté potentielle. Ok. Ouais, tout à fait. Donc pour l'instant, on touche du bois, en fait, aussi de ce côté-là. Donc on a notre compte bancaire, on a fait des premiers virements pour pouvoir acter les adhésions des différents membres fondateurs et des membres du conseil d'administration. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire des Des investissements dans des projets. livres, dans n'importe quoi. Et commencer à faire les réunions pour se dire, OK, c'est bien beau, on a une association, mais on va où, on fait quoi? Exactement. Ouais. Juste pour le préciser, dans les documents qui sont envoyés lors de la création du compte bancaire, il y a un récépissé comme quoi l'association a bien été créée d'un point de vue, on va dire, en préfecture. C'est un Mhm. document, il suffit juste de l'envoyer directement sur le site de la banque en question ou de la banque en ligne en question. Et ensuite, l'ouverture est très facile. Il y a la Mhm. possibilité potentiellement, en fonction de ce qu'on choisit, d'avoir une carte bancaire ou non, en fonction des besoins. Donc, pas spécialement de difficultés. Tu viens de dire à l'instant qu'il y a la possibilité, voilà, une fois qu'on est lancé, d'accepter les adhésions qui ont été décidées lors de l'Assemblée générale constitutive au Mhm. niveau de la quantité qu'on va accepter. Par exemple, c'est ce que tu disais en début d'interview, à Lille, on a une adhésion qui est à 25 euros, qui pour les personnes qui décident de payer en Bitcoin, soit quasiment tout le monde, on le transforme directement en Satoshi lors de l'adhésion. Ma question, c'est plus si par exemple, dès le début, on souhaite acheter des livres, acheter un petit peu de matériel pour mettre en place des ateliers, des workshops ou autres, ou même Mhm. des micros pour mettre en place des talks, et on n'a pas encore d'adhésion. Est-ce qu'on peut avoir de l'argent envoyé directement, on va dire d'un point de vue personnel, et se le Oui, faire rembourser? oui, Comment oui, ça oui, tout à marche? fait. On a fait pas mal, enfin, avant de mettre tout ça en place et que les adhésions permettent un fonds de trésorerie, effectivement, les membres fondateurs qui sont très impliqués ont notamment prêté de l'argent à l'association pour pouvoir faire tout ce que tu as dit en fait. Dès le début, on était un petit peu short, donc nous, on avançait directement l'argent, l'association faisait une reconnaissance de dette, et après, quand elle avait les fonds, à rembourser les membres Ok, fondateurs. donc ça s'appelle une reconnaissance de dette. C'est quoi? C'est un papier Ouais. qui est, on va dire, complété par C'est le un, trésorier oui, c'est un papier qui va acter du coup le montant qui a été défini, si c'est en Satoshi, si c'est en euros, etc. Et la date, et puis après le délai d'emboursement. Parce que ça va être sur un an, 2 ans, 3 ans, où on se donne la liberté de se dire bon, bah, je sais pas, j'en ai pas besoin, on verra dans 5 ans.
Nous, je crois qu'on avait mis 1 Je pense an que et c'était un an. ouais, ouais, parce qu'on savait que c'était juste de la gestion de flux de trésorerie, donc pas de problème par rapport à ça. Ok. Et ensuite, tu parlais de la Maïf, où tu disais nous, on l'avait parce que ça Mmh. nous permettait d'avoir une assurance civile. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose dont on a besoin et qui nous a été imposé, sinon on pouvait pas utiliser la maison des associations comme on voulait l'utiliser. Notamment pour le prêt de salle, on avait besoin de cette assurance-là. Et donc aujourd'hui, ça tourne autour de 100 euros, je sais plus combien on est exactement. Annuellement. Pardon? Donc on est à 128 euros. C'est quelque chose qui du coup est couvert par nos adhésions. Et, euh, et en autres frais, à part ça, je crois qu'on a besoin de rien d'autre. Le D'obligatoire en tout cas. compte bancaire potentiellement, Ouais. si on en a Compte un bancaire et SumUp, on n'en a pas. assurance, après à côté de ça, Ouais. c'est tout. Chez SumUp, on a 0 frais, donc Mm. derrière, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Et donc, par contre, on en discutait en off, on a obligatoirement besoin d'avoir cette attestation de la Maïf ou autre si on souhaite avoir une salle Mm. auprès de la maison des associations, que ce soit salle pour des réunions classiques ou amphithéâtre pour des assemblées générales constituantes. Ok. C'est ça. Et donc, du coup, ce document qui correspond à la responsabilité civile. Ok, donc l'association maintenant est structurée, on a des membres qui sont impliqués dans le bureau, dans le CA, potentiellement un compte en banque si besoin, si mise en place de gros projets comme un événement local, national ou autre. Également la mise en place potentiellement d'une responsabilité civile par le biais de la Maïf, avec des démarches qui sont très simples si on souhaite avoir une salle gratuitement par le biais des maisons des associations pour nos réunions. Concrètement, l'étape d'après, qui est finalement la dernière, c'est faire vivre l'asso. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire faire vivre une association? Ça veut dire que les membres fondateurs et les membres du CA se sont engagés à respecter des statuts dans lesquels ils ont mis une description de l'association. Si je prends notre exemple, c'est nous on a plusieurs piliers dans nos statuts. Il y en a un qui est soutenir la communauté locale, enfin locale, j'entends la communauté au sens large du terme. Donc c'était notamment pouvoir donner un petit peu d'argent à c'était qui? On avait Satobot, Cercle on du Coin, avait Satobot, on a fait aussi BTC Map. BTC Map, voilà, donc c'est vraiment des acteurs que nous on utilise au quotidien, BTC Map on l'utilise au quotidien. Satobot on connaît très bien et c'est un très beau projet qu'ils portent. Donc pour soutenir, on a bien sûr faire de l'éducation. Donc faire de l'éducation, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer des personnes qui ont un niveau de connaissance moindre par rapport aux nôtres sur Bitcoin, sur le sujet Bitcoin, et qui ont beaucoup de questions à poser. Donc c'est vraiment aller répondre à toutes leurs questions, pouvoir pas leur donner toutes les billes tout de suite, mais justement au moins leur donner les pistes pour que eux fassent leurs propres recherches. Donc ça c'est vraiment important parce que dans l'esprit associatif, on n'est pas clairement pas là pour dire oui il faut absolument que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. Non, on est là pour dire il y a ci, il y a ça, renseigne-toi sur les deux, etc. Et reviens me voir quand tu auras d'autres questions et ainsi de suite. Et ça c'est extrêmement important parce que éduquer une communauté, je pense que pour nous c'est notre pilier principal, qui à travers les meet-ups, donc la structure du coup derrière c'est les meet-ups, qui permettent de ouvrir la porte à des gens qui viennent, qui nous posent des questions, etc., etc. Et nous, on est là à tous les meet-ups, on répond aux questions, on fait des présentations, et après, il y a des échanges qui sont, notamment sur les présentations, sur des questions. Et ça, c'est extrêmement important. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Meetup, conférences, formation, atelier ou autre, ou même Ouais, c'est atelier ça. débutant. C'est autour, nous, c'est autour de l'éducation. C'est ça. Et après, il y a aussi la possibilité, quand on reçoit des adhésions, enfin, concrètement, comment ça fonctionne, nous, à Lille, pour la réception d'adhésions? À Lille particulièrement, on a opté pour, donc on a tranché de utiliser Swiss Bitcoin Pay pour en fait, déjà à l'époque c'était, il venait de commencer, Jimmy. Son site était, c'était super, son application aussi. On s'est dit vas-y, on veut le soutenir, on va aller dans ce sens-là. Et au final, c'est ce qu'on fait. Donc on récupère les adhésions directement avec le TPE qu'on récupère sur son téléphone, lié à notre compte Swiss Bitcoin Pay de Ouais, alors quand l'association. tu dis TPE, en fait, c'est nos smartphones. Ouais, c'est ça, c'est l'application je vais dire de front, c'est un langage un petit peu développeur, désolé. Et c'est en gros l'application qu'on télécharge sur son téléphone et qui ressemble à un TPE, donc qui est utilisé dans les commerces. Donc on rentre le montant, on fait OK, il y a le QR code qui se génère, la personne va venir flasher le QR code et puis bim, avec le Lightning, on récupère le paiement. Et derrière, c'est envoyé à Swiss Bitcoin Pay. De là, l'association peut choisir soit, donc je fais un peu de la pub de Swiss Bitcoin Pay,
soit de tout garder en BTC, soit de tout rapatrier en euros. Et après, en fonction d'un certain montant, il y a un rapatriement qui se fait sur le virement, sur le compte bancaire par virement. C'est très paramétrable, c'est très malléable. Je trouve que c'est très très bien pour commencer. Et vu qu'on fait pas des gros volumes sur les rentrées des adhésions, on n'a pas de soucis de ce C'est côté-là. ça. Ouais. Alors, tout en sachant que au début, on a commencé avec une adresse Bitcoin qui nous permettait de recevoir par le biais de Swiss Bitcoin Pay chaque semaine ou chaque mois le montant des adhésions en Satoshi sur l'adresse qui était un single sig. Et qu'en fait, au bout d'un moment, on a décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un point de, on va dire, de vulnérabilité par rapport à cette seed phrase. Et en fait, on a décidé tout simplement de créer un multisig. Et si vous décidez de faire ça, faites attention. Dans Bitcoin, il n'est pas possible pour l'instant de signer un message avec une clé privée pour un multisig. Donc là, il faut envoyer un message directement à Jimmy, qui est la personne qui gère Swiss Bitcoin Pay. Et il y a une stratégie qui est envisageable pour faire cela. Mais je le précise parce que c'est certainement une question qui Jimmy est reviendra. très, très accessible là-dessus, donc il nous a bien accompagnés. C'est vrai que ça a été un gros sujet chez nous. Mais par contre, je tiens à préciser également que ça dépend du niveau de maturité de l'association. Si c'est le début, clairement, c'est peut-être trop compliqué de déjà s'imposer, de se dire il faut que telle personne puisse signer pour qu'on débloque l'argent pour faire avancer les choses. Si vous préférez choisir la centralisation mais l'efficacité, ce qui est OK dans une asso, vous pouvez tout simplement garder en euros, qu'il y ait une personne qui accède au compte bancaire qui fasse la chose et point. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que nous, on a trouvé ça pertinent et aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un point qui est effectivement intéressant à soulever. Dans les activités, dans les projets qui vont être mis en place, forcément, des fois, il y aura potentiellement des achats, peut-être des grandes activités réalisées. Toute cette trésorerie, est-ce que il faut vraiment être carré ou est-ce qu'on peut y aller un peu tranquille Je vais répondre en disant les deux. Parce que c'est une association, donc ça va, ça reste, c'est pas non plus un gros flux de trésorerie, on va pas avoir 100 opérations par jour, etc. Généralement, on va avoir des adhésions qui vont être centrées autour du meet-up, puisque c'est là où on va rencontrer les nouveaux qui vont vouloir adhérer. Donc là, on va avoir quelques entrées dans la trésor. Par contre, il faut, oui, que toutes les transactions soient justifiées. C'est-à-dire qu'on doit pas aller dans son compte bancaire de l'asso et de se dire, tiens, on a ce truc-là, mais on sait pas d'où ça vient. Non, il faut pouvoir le justifier. Pourquoi? Parce que après, on fait des bilans de trésorerie à la fin de l'année qu'on va aller voter. On fait un prévisionnel sur l'année à venir. Donc les comptes qu'on présente, il faut que ce soit des comptes carrés, puisqu'ils vont être présentés à tous les membres de l'association. Les membres vont le voter, et en soi, il peut tout à fait arriver que le bilan qu'on propose contienne des erreurs, que les membres s'en aperçoivent et refusent le bilan. Et donc là, on fait quoi? On corrige ça, on reconvoque une assemblée générale dite maintenant extraordinaire, et juste pour voter ce bilan-là. Donc ça peut arriver. Donc on peut faire des erreurs, mais en soi, c'est pas grave. Oui. C'est un peu administratif parce qu'on doit refaire une assemblée générale, mais ça va. C'est ça. Donc, en tous les cas, il faut essayer d'être un maximum précis sur la trésorerie. Quand on a des nouvelles réceptions d'adhésion ou autres, ou de paiement, il faut, on va dire, entre guillemets, dans la trésorerie, les annoter. On a notre trésorier qui a découvert un logiciel open source qui s'appelle Paeco. On mettra le lien dans les commentaires, qui permet d'avoir une trésorerie vraiment, on va dire, tout à fait carrée. Après, il ne faut pas hésiter aussi à tester par soi-même et à voir les stratégies. Ça standardise un petit peu toute la partie comptabilité, et on peut directement l'héberger sur un serveur et en faire ce qu'on veut. Absolument. C'est très bien fait. Par contre, petite précision sur Paeco, c'est vraiment une trésorerie qui sera tenue en euros. Il faut savoir que, par exemple, à la fin de l'année, quand on clôture le bilan, qu'on va aller ensuite présenter avec une assemblée générale et valider avec une assemblée générale, on doit prendre le montant à l'instant T de la clôture de l'équivalent en euros de ce qu'on détient en Bitcoin. Nous, on a des Satoshi, puisque les adhésions, on en a récupéré pas mal en Satoshi. Donc ça peut varier. Donc effectivement, à la clôture, on prend combien on a de Satoshi, combien ça vaut, et on le met directement dans le bilan. Okay, donc on va pas avoir apparaître dans notre bilan qu'on détient X Satoshi. Non, on a la valeur en euros de ce qu'on détient.
Ouais, on peut l'afficher quand même parce que de toute façon, on a une comptabilité qui est transparente au niveau de nos membres, Bien mais sûr. effectivement, la comptabilité, la trésorerie se fait en euros. Ok. Alors moi, il y a un dernier point que j'aimerais aborder avant de conclure. On a parlé d'assemblée générale constituante à Mhm. la base. Par suite, on a discuté de réunions qui pouvaient être mises en place lors des meet-up ou même d'autres réunions à la maison des associations pour discuter de projets, de l'avancement de Mhm. l'association ou autre. Et donc, par conséquent, une obligation, entre guillemets, c'est chaque année d'avoir une clôture des comptes, c'est ça? Alors, il y a plusieurs choses effectivement. Donc donc on a une obligation qu'on définit dans les statuts. Dans les statuts, on va définir tous les combien de temps on fait une assemblée générale. Nous, on a dit 1 an, ce qui semble plus cohérent. Après, on peut avoir des assos qui se disent, bah voilà, par exemple, les associations étudiantes, ça marche plus par semestre. Donc là, ça peut être 6 mois, où tous les 6 mois, on fait une assemblée générale parce que il y a telle personne qui va devoir partir dans une autre ville, etc., etc. Donc c'est plus facile. Nous, 1 an, ça nous paraissait légitime, donc tous les ans, on fait une assemblée générale. Il y a plusieurs assemblées générales. Il y a l'assemblée générale constituante, donc ça, c'est la première assemblée générale qu'on fait pour constituer l'association. Il y a l'assemblée générale ordinaire, donc l'AGO, qui, elle, est du coup celle qu'on fait tous les ans. Après, il se peut que, dans le cas où je citais tout à l'heure, sur une AGO, on présente quelque chose qui ne convient pas sur un bilan ou sur un prévisionnel ou quoi que ce soit. Et du coup, on doit refaire une assemblée générale derrière, une assemblée générale extraordinaire, une AGE, pour pouvoir justement juste régler les points qui vont pas. Donc ça, c'est vraiment à définir dans les statuts de base. Est-ce que ça c'est plus 6 mois, est-ce que c'est plus 1 an? Ça dépend. C'est vraiment au bon vouloir. Et après, il y a aussi généralement un délai à respecter, qui est important, de prévenir les membres qu'il va y avoir une assemblée générale. Nous, on a mis Ok. 15 jours, il nous semblait cohérent. On peut mettre 10 jours, on peut mettre plus, on peut mettre moins. Faut respecter ce qu'on met dans les statuts. C'est ça. Et donc, chaque année, une réunion, une assemblée avec les membres du bureau, évidemment, et ceux du CA. Mhm. On doit avoir au moins la moitié des personnes du CA qui sont présentes pour pouvoir voter. Et à ce moment-là, on a le trésorier qui va présenter un bilan qui doit être voté, et s'il C'est vote, ça. ensuite clôture Ouais, du tout à bilan fait. annuel. On a aussi le bilan moral du président. Donc, c'est vraiment le président qui va reprendre le travail qui a été effectué par toute l'équipe et qui va le présenter à tous les membres pour dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est encore en cours et qu'est-ce qu'on va faire aussi. On va faire un peu un bilan prévisionnel en se disant voilà quels sont les objectifs de l'année prochaine. Euh, Si on est dans une association qui, je pense, aujourd'hui autour des meetups, ça va être le cas, où ça va généralement être les mêmes qui vont se représenter, ça reste une continuité, donc ça reste assez facile. Par contre, si on arrive dans une optique où on est une grosse association, pourquoi pas, hein, on est une grosse association d'un meetup où il va y avoir plusieurs idées qui vont se batailler, entre guillemets, donc ça va être clairement un petit peu comme un potentiel hard fork, tu vois. Sauf que dans une association, comment ça se matérialise? Bah, ça va être en fait deux présidents qui vont présenter des projets différents. S'il n'y a pas de discussion en amont pour se dire, bon, au final, tu sais quoi, toi président, moi vice-président, on fait ci, on fait ça, ok. Généralement, ça se passe comme ça. Mais s'il y en a vraiment deux qui veulent se batailler parce qu'ils ont des idées totalement différentes, bah, ça va être aux membres de décider. C'est ça. Et Donc, du coup, ils se présentent seuls ou ils se présentent avec déjà des membres du bureau qui leur seraient associés? généralement, dans les petites assos, on présente une liste. Ok. Voilà. Mais il se peut qu'on présente au cas par cas. Où il y a vraiment, chaque personne vient faire une présentation sur son poste. C'est ce que je faisais à l'époque, Ok. parce qu'on il fallait que, voilà, les gens soient d'accord avec nos idées, etc. Donc chacun fait une petite présentation, un petit PowerPoint avec un quart d'heure, 20 minutes, il y a des questions, on vote oui, on vote non pour lui. Donc il se peut que sur 10 personnes, il y en ait que 5 qui soient élus dans le bureau, D'accord. et que les 5 autres, bah, généralement, s'ils sont pas dans le bureau, bah, ils ont plus envie de se mettre dans l'assaut, ils partent. Ok. Donc là, en l'occurrence, ce que je disais pour le poste de président, mais ça peut être pour un autre poste. Donc il va y avoir les deux présidents qui vont faire chacun un peu ce qu'ils ont envie de faire, là où ils ont envie d'amener l'assaut. Et après, les membres vont voter. Donc c'est pour ça qu'en fait, le rôle de membre est aussi extrêmement important. C'est que chaque membre d'une association peut décider, à travers son vote, de là, dans quelle direction va aller l'association. Généralement, comment dire, Ce pouvoir de vote. ce pouvoir de vote-là, les gens en fait le considèrent pas forcément. Nous, dans notre écosystème, on a quand même entendu parler je sais pas, tu détiens telle chose, t'as droit de gouvernance, etc. Bah là, c'est pareil. Dans l'asso, il faut venir, il faut voter, il faut se dire je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est là où les discussions se font, c'est là où c'est extrêmement intéressant et on peut avancer.
Ouais, comme quand on possède son nœud et qu'on peut choisir les règles. Tout à Absolument, fait. absolument. Ok. Mm. Donc, une réunion, entre guillemets, obligatoire qui a été posée dans les statuts ou pas, tous les ans, tous les 6 mois à définir, Mhm. où le trésorier définit le bilan, le président fait un bilan moral, et ensuite le nouveau bureau ou les nouveaux bureaux se présentent, proposent leurs idées, et ensuite validation par vote à main levée ou bien directement par petit papier si On nécessaire. peut faire en anonymisé c'est embêtant généralement parce que ça prend beaucoup de temps, mais c'est possible. Absolument. Mais écoute, un grand merci Jérémy pour l'ensemble des ressources que tu as pu nous partager aujourd'hui, ton expérience dans l'associatif qui date déjà depuis un petit moment. Oui. C'est sûr que tu es une figure de ce point de vue-là. Est-ce que peut-être tu aurais un mot de la fin pour les communautés Bitcoin ou les associations, enfin les futures associations et meet-up qui souhaiteraient tout simplement se lancer dans cette optique? Ouais, pourquoi pas. Moi, je dirais donc aux futurs meet-up, dans un en premier temps, pardon, qui veulent se structurer en association, n'hésitez pas. Allez-y, c'est vraiment quelque chose de expérience humaine très riche. Moi, clairement, alors là, je parle de mon ressenti. Je pense que si on n'avait pas décidé de créer cette association, on serait pas là où on en est aujourd'hui. C'est une décision d'équipe. On a rencontré énormément de personnes depuis qu'on a créé l'asso. On a eu énormément d'échanges ultra enrichissants. On a fait ouais, plein de rencontres, c'était vraiment génial. Et encore, c'est que le début, parce qu'il y a plein de choses encore qui sont à venir. Donc ça, c'est génial, c'est une expérience humaine enrichissante d'un point de vue personnel. Il faut y aller, il faut y aller. Donc déjà du point de vue personnel, mais aussi et surtout du point de vue communautaire. Quand vous faites une association et que vous vous dites, OK, je structure, je veux faire en sorte que ça soit solide sur l'avenir, ben en fait, toutes les personnes qui vont venir par la suite, c'est grâce à ça que vont pouvoir avoir quelqu'un à qui poser des questions, vont pouvoir rencontrer d'autres personnes de l'écosystème. Donc c'est comme ça qu'on réussit à faire, je pense, grandir un petit peu tout ce monde-là et à avancer. C'est très challengeant, on apprend énormément, donc faut pas hésiter. Merci Jérémy. À la prochaine. Salut!